Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 20 novembre 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show qui s'ouvre directement avec Drew McIntyre qui n'a pas le droit à une entrée. Fait intéressant, est-ce qu'on nous préserve une certaine entrée pour Survivor Series? Affaire à suivre, affaire à suivre. McIntyre dit qu'il n'est pas Dominic Mysterio, il a le droit de parler. McIntyre dit qu'il est fâché suite au dernier commentaire. Il est pointé du doigt comme un menteur, mais il n'a jamais menti à personne. Si on a décidé de lui tourner le dos, ce n'est pas important car ça veut dire qu'on n'est pas un vrai fan de McIntyre. Il a regardé Jey Uso dans les yeux avant de l'attaquer et Jey veut sûrement des excuses pour lui avoir causé sa défaite, mais il se souvient pas d'une fois d'avoir entendu des excuses de la part de Jey et de la Bloodline. McIntyre dit que Cody est un dommage collatéral. Cody a ramené Jey à Raw, il a vu les gestes de Cody à SmackDown. Il ne peut pas pardonner Jey. Jey lui a coûté le plus grand moment de sa vie à Clash at the Castle devant sa famille. McIntyre dit qu'il a sacrifié 16 ans, 16 ans loin de sa famille et il devrait avoir ce grand moment, mais la famille de Jey a pris ce moment à la famille de McIntyre. McIntyre dit que tout le monde se concentre sur une question, est-ce que McIntyre a rejoint le Judgment Day? Il le dit, il est le même gars depuis le premier jour, il va demander au public s'il a rejoint le Judgment Day, le public va bien évidemment dire oui, mais non, McIntyre le dit, non, ce n'est pas le cas, je n'ai pas rejoint le Judgment Day, mais oui, je serai bien dans le War Games match aux côtés du Judgment Day. Pourquoi? Car Rhea Ripley lui a donné quelque chose que personne n'a pu lui donner auparavant, Jey Uso dans une cage. McIntyre le dit, c'est un avertissement pour le destin de Jey Uso. Finalement, Jey Uso va venir, Jey Uso, un peu comme toujours, va demander à McIntyre de passer à autre chose. Et finalement, tout le Judgment Day va se rejoindre, va rejoindre plutôt Drew McIntyre sur le ring. Et de l'autre côté, eh bien, tous les membres de l'équipe de Jey Uso vont le rejoindre, mais Adam Pearce va venir. Adam Pearce va lui dire non, il n'y aura pas de combat, la sécurité va intervenir. Ce soir, il y aura un match pour décider qui aura l'avantage, donc dans ce War Games. Donc un match 1 contre 1, à vous de choisir qui sera dans ce match. Et surtout, Cody, tu as jusqu'à la fin de soirée pour me dire qui sera ton partenaire et votre partenaire pour les War Games. Parce qu'on en est actuellement en 5 contre 4. C'était une super promo de la part de McIntyre qui nous explique ses raisons, on les avait comprises ses raisons, et surtout qui nous explique qu'il n'est pas dans le Judgment Day pour le moment, et ça c'est intéressant, c'est plutôt cool pour la suite et pour son développement de personnage qui ne soit pas directement avec le Judgment Day, c'est très bien comme ça, et surtout, eh bien, Cody Rhodes doit décider qui sera son 5e partenaire, et le public à ce moment-là a commencé à chanter Randy, c'est intéressant. On va voir ce que ça va donner. Nia Jax fait face à Raquel Rodriguez dans un combat de 6 minutes. On parle depuis des semaines de la construction de cette division féminine, du booking de cette division féminine qui s'améliore petit à petit. Et bien, cette histoire dans la mid-card, dans la basse mid-card, eh bien, on fait partie. Bah oui, parce que c'est une histoire qui n'est pas pour le titre et que c'est quand même plutôt rare ces dernières années qu'on ait des histoires féminines qui ne sont pas autour du titre. On en a eu ces derniers temps autour de Becky Lynch, mais elle était championne NXT à Raw. Bref. On essaye d'en faire de temps en temps, mais c'est bien. C'est comme ça qu'on construit une division. On en parlera après dans le match suivant. Donc ça, c'est plutôt cool. Le match est sympa. J'irai pas plus loin, mais c'est sympa. On a une Raquel qui va se faire dominer, bien évidemment, qui va essayer de revenir dans ce combat. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle réaction de la part du public. Le public est bouillant, le public est à fond derrière Raquel Rodriguez. Je ne sais pas s'ils adorent Raquel Rodriguez ou s'ils détestent Nia Jax. Il y a sûrement un peu des deux, mais en tout cas, ça fonctionne. Et le public va vraiment booster Raquel Rodriguez, qui à plusieurs reprises va avoir Nia Jax sur son dos, et à plusieurs reprises, elle va échouer à la porter et à la mettre au sol. Et c'est d'ailleurs ça qui va lui coûter sa défaite jusqu'à la fin, parce qu'elle va essayer de porter une powerbomb, mais elle va pas réussir, et Nia Jax va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Jax. On s'en doutait un peu. Je pense que Nia Jax aura son match contre Rhea Ripley, à voir quand. Peut-être au Royal Rumble, peut-être en décembre, parce qu'il n'y a pas de PLE WWE et donc dans un weekly à Raw, c'est une grosse possibilité. Et on enchaîne avec Xia Li face à Becky Lynch, qui est là aussi un match qui permet à cette division féminine d'être un peu plus mise en avant.
Un match qui va durer d'ailleurs quasiment 10 minutes, hein. C'est un long combat et c'est le meilleur combat de la carrière de Xayali. Clairement, c'est un bon match. Je parlais d'un public bouillant, je parlais d'un public très chaud. Eh bien, ils vont l'être tout autant pour Becky Lynch, voire encore plus, ce qui donne une superbe ambiance à ce match. Et techniquement, c'est un bon match. Mais là, excusez-moi d'être un peu aigri, excusez-moi d'être un peu relou. Je sais que, et j'ai pas encore vu les réactions sur les réseaux sociaux, mais je sens que ça va être ça. Xayali, elle est capable de faire ça. Xayali est capable de faire ci. Voilà, il faut mettre en avant Xayali. Honnêtement, j'ai vu le combat. J'ai vu Becky Lynch catcher. J'ai vu Becky Lynch faire des choses. J'ai quasiment rien vu de la part de Xayali. Voilà, c'est peut-être méchant, c'est peut-être triste. Mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je trouve que Xayali ne fait quasiment rien dans ce match. Je trouve que Becky Lynch se donne à 3000% et elle fait tout son possible pour que Xayali ressemble à quelqu'un, ressemble à quelque chose qui lui permette d'être crédible. Mais Xayali, je crois, elle a une prise dans le match. Elle tourne sur elle-même pour faire tomber, pour faire chuter Becky Lynch. Et la prise n'est même pas propre, la prise n'est même pas belle. Peut-être que je chipote, mais voilà. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai sur ce combat, c'est que Becky Lynch a fait un match et elle aurait pu avoir un match contre n'importe qui. Le match aurait été bon parce que Becky Lynch s'est donné à 3000% et qu'il y avait une ambiance de dingue. C'est mon avis. Becky Lynch va l'emporter. Xayali, elle aura un match de championnat demain à NXT face à la championne Lara Valkyria. Donc ça, c'est à suivre et on verra si Xayali sera aussi au niveau. Après le combat, Becky Lynch va voir finalement Damage Control arriver via le public. Et oui, parce qu'elle sera dans le Wargames féminin. Mais sauf que son équipe, Charlotte Flair, Belair et Shotzi, va venir l'aider. Ça va être un bordel dans le public, ça va être un bordel, la sécurité va intervenir. Bref, c'est un chaos total et c'est très bien ce genre de chaos total avant les Wargames, avant un combat qui va être féroce, un combat en 4 contre 4, c'est génial. Moi j'aime beaucoup le chaos en général, mais là en plus dans ce type de moment, à ce moment précis, c'est vraiment génial. Johnny Gargano fait face à Ludwig Kaiser. Alors c'est un combat qu'on a déjà vu, mais c'est normal. Cette histoire entre Imperium et DIY continue et surtout, il y a des tensions entre Kaiser et Giovanni Vinci. On l'a vu encore une fois en backstage. Kaiser est pas vraiment content de l'attitude et du comportement de Giovanni Vinci qui a aidé Gunther la semaine dernière. Bref, il y a des trucs qui vont pas entre les deux. Et on a un combat qui va durer 7 minutes qui était excellent. Pour le coup, là, c'est vraiment excellent. C'est du très haut niveau technique. Encore une fois, et je le précise parce que c'est très important, parce que c'est pas souvent le cas, en tout cas, c'est pas tout le temps le cas, on a un public bouillant. On a un public qui va être à fond derrière Johnny Gargano. On va même avoir des chants Johnny Wrestling. Donc on a quand même un public de connaisseurs, entre guillemets, parce que Gargano, il prend pas des pops à ce point-là chaque semaine, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un superbe combat qui va bien évidemment se jouer quand Giovanni Vinci va se pointer et va rien faire, mais va juste se montrer. Il va juste être là pour dire, ok, je suis là prêt à t'aider, Kaiser, sauf que Kaiser va être distrait juste par la présence de Giovanni Vinci. Et Kaiser va perdre ce combat face à Johnny Gargano. Alors faudrait pas que cette histoire dure encore quelques semaines, voilà, faudrait quand même en terminer à un moment donné. Ça donne de beaux combats, ça donne de belles affiches. Maintenant, c'est vrai que si on pouvait terminer sur un Imperium DIY, un vrai combat 2 contre 2, et vraiment s'arrêter là-dessus, ce serait quand même pas mal pour passer à autre chose. Match à 4 équipes féminines pour déterminer les prochaines challengeuses au titre, donc de Piper Niven et de Chelsea Green. On a Indy Hartwell et Candice LeRae, on a Katana Chance et Kayden Carter, Maxine Dupree et Ivy Nile qui se retrouvent un peu par hasard dans ce combat. Elles étaient juste là pour parler à Adam Pearce et elles se sont retrouvées dans ce combat. Et Natalia et Tegan Nox. On a un combat qui va durer 6-7 minutes et qui est vraiment très bon. Vraiment très bon et surtout hyper divertissant. Pourquoi ? Parce qu'ils vont mettre l'accent sur Maxine Dupree, ce qui est hyper malin parce que Maxine Dupree, certes, c'est pas réellement une catcheuse, mais elle est ultra over. Elle est ultra over. Le public va vraiment popper à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Et elle fait des souplexes, elle fait des choses plutôt simples, des enfourchements, des crossbody, des choses plutôt basiques. Mais le public va popper parce que le public a envie de voir Maxine Dupree être mise en avant et catcher. Et donc ça fonctionne. C'est pas extraordinaire en termes de technique pure, mais ça fonctionne. Et moi, c'est ce que je demande aussi. C'est mettre en avant ceux qui sont over et en faire quelque chose. Et là, franchement, c'est génial. Et bien évidemment, ça fonctionne aussi dans ce combat parce qu'on a de la qualité technique apportée par
des équipes comme Katana Chance et Kaden Carter. À un moment donné, voilà, quand elles sont là, on voit la différence. On voit la différence parce que le public va popper à chaque fois qu'elles font une prise. Vraiment, à chaque fois qu'elles sont sur le ring, le public pop parce que c'est génial, parce que c'est une vraie équipe qui travaille en équipe, qui fait des moves d'équipe et qui est hyper impressionnante, tout simplement sur un ring. Donc voilà, on le redit encore une fois, mais c'est la meilleure équipe féminine WWE et depuis des années maintenant, enfin depuis plus d'1 an maintenant. Voilà. Alors finalement c'est Tegan Nox et Natalya, et Tegan Nox il va un peu voler la victoire, qui vont être les challengers numéro 1. C'est pas très grave, pas très grave. Ce qui est important c'est qu'on construit encore cette division par équipe féminine, on construit cette division féminine. Il y a du mieux et il faut le noter parce que là, ça devient intéressant. The Miz est sur le ring et veut parler d'un mot avant l'arrivée de Gunther. Il s'agit du mot respect. Ce mot l'accompagne partout et dans le sport. Le respect des catcheurs qui sont sur le ring, venant des fans, le respect des personnes dans les coulisses, ce qui le mène finalement au manque de respect de Gunther pour ses accomplissements. Bon, la musique de Gunther va finalement retentir. Et Gunther dit qu'il doit clarifier quelque chose. Ce n'est pas un manque de respect. Il n'a simplement aucun respect pour le Miz. Son règne sacré est pour la compétition et se battre, alors que Miz est un simple amuseur. Miz dit qu'il est fier de divertir. Il est une superstar WWE car il peut le faire sur le ring et hors du ring, comme les catcheurs qu'il voyait quand il était jeune, comme Macho Man, Rick Rude, Mr. Perfect, Shawn Michaels, Bret Hart. Ils ont tous eu ce titre prestigieux, alors il s'est battu pendant des années et des années pour avoir ce titre. Le titre qu'avaient eu ses héros. La raison de pourquoi on parle encore d'eux, c'est parce que ce ne sont pas des robots comme Gunther qui ne disent qu'un mot. Gunther justement va dire que Miz est bien amusant ce soir, mais Miz dit qu'il peut l'amuser encore plus. Il a été au sommet de la montagne et il a été poussé en bas, souvent afin de changer. Ce qui fait de lui un amuseur immortel et ça a élevé l'héritage du titre. Il fera tout en son pouvoir pour gagner le titre puisque c'est ce qu'il est. Et Gunther, il ne sait pas beaucoup de choses. Gunther n'a jamais été en bas de la montagne. Lorsque Gunther va chuter, on verra s'il mérite notre respect. Est-ce que Gunther va remonter la montagne ou il sera quelqu'un dans la machine sans personnalité? Si Gunther n'a aucun respect, il va lui infliger le respect au Survivor Series et devenir 9 fois champion intercontinental. Ça fait beaucoup 9 fois. Gunther finalement va dire que Miz veut parler fort, il veut donner son point de vue. Tout le monde pense que samedi va affronter le Miz, 20 ans de carrière, 2 fois Grand Slam Champion, futur Hall of Famer, mais de son point de vue, il va affronter samedi quelqu'un qui est exactement comme les autres dans ce building, un petit Miz étrange qui a été intimidé au lycée, car il idolâtrait ses héros, et quand Miz a été gradué, il a commencé une carrière de superstar WWE pour rencontrer ses héros et se faire intimider par eux parce qu'il ne mérite pas sa place dans ce sport. C'est la vérité, 20 ans plus tard, Miz ne mérite toujours pas sa place dans ce sport et dans ce ring. Miz mérite sa place dans la foule avec les autres gens bizarres. Finalement, le public va chanter USA. Ça, c'est quand même une habitude qu'a le public de chanter USA. C'est quand même... Enfin bref, je vais pas revenir dessus, mais c'est quand même très bizarre. Gunther dit que c'est le seul champ de gratification pour cacher leur insécurité comme le Miz. Plutôt d'accord avec ça. Il pense que le Miz n'a pas été intimidé suffisamment et Gunther le bouscule encore et encore. Miz va se défendre, Miz va se jeter sur lui et Miz, pour prendre le dessus, surtout va mettre un coup dans les parties de Gunther. Comme quoi Miz n'a pas réellement changé. Miz a certes un côté babyface, mais il a gardé certaines habitudes de heel. C'était une super promo. Alors désolé quand c'est un peu plus long comme ça, mais je préfère tout dire, vraiment décrire la promo mot par mot parce que c'est plus intéressant. Surtout quand c'est ce genre de promo là qui sont hyper intéressantes et hyper bien, je trouve, menées de la part de Gunther et du Miz. Mais j'ai été plus étonné de la part de Gunther dans cette promo parce que Gunther, il n'est pas habitué à faire ce genre de promo. Il a été vraiment excellent dans cette promo et il me donne encore plus envie de voir ce combat. C'est un combat que j'avais vraiment beaucoup envie de voir au Survivor Series, mais ma hype est encore grappée un tout petit peu. Shinsuke Nakamura fait face à Chad Gable. Nakamura qui a battu tous les membres de Alpha Academy sauf Gable pour le moment. Un combat qui va durer 8 minutes environ. J'ai trouvé le match bon, mais si je suis honnête avec vous, je m'attendais à un peu mieux. Je veux dire, dans la soirée, on a eu de superbes combats, de superbes affiches, avec une belle ambiance. C'est vrai que je m'attendais à un peu ce type d'affiche là, avec une belle ambiance, et l'ambiance est un peu retombée pendant ce match. C'est pas
le calme plat non plus, mais voilà, je m'attendais peut-être à un peu mieux, même techniquement de la part des deux. Ça s'emballe vraiment sur les 2-3 dernières minutes, et là vraiment ça devient cool, où les deux enchaînent réellement et on voit leur alchimie réellement. Mais sinon, je me dis que c'est un match sympa en weekly, mais ça va pas plus loin. Entre les deux, honnêtement, ça va se jouer finalement avec l'une des protections du ring qui va s'enlever sur l'un des coins. Gable va l'éviter, très bien pour lui, sauf qu'en évitant cela, il va se faire surprendre par Nakamura qui va le piéger. 1, 2, 3, victoire de Nakamura, qui on attendait peut-être allait nous faire un challenge pour Survivor Series. C'est ce que beaucoup attendent, que Nakamura fasse un challenge au Survivor Series et qu'une certaine personne de Chicago réponde. Pour le moment, non. Alors est-ce que ce challenge va être fait sur les réseaux sociaux? Ça m'étonnerait quand même. Est-ce qu'il va être plutôt fait sur le moment présent? Ça m'étonnerait quand même. Bref, on en reparlera dans ma vidéo pronostic, mais voilà, le plan autour de Nakamura et de son Open Challenge, pour le moment, il pue un peu. Et le main event, Drew McIntyre fait face à Jey Uso. Le gagnant donnera l'avantage à son équipe pour les Wargames. C'est un combat qui va durer 10 minutes. Honnêtement, j'ai pas été hyper emballé par ce match. Je vais même pas en parler très longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire. Juste, je trouve que ça manquait de rythme. C'était une configuration différente des matchs précédents entre Jey et Drew McIntyre, parce que cette fois-ci, Jey est le babyface, Drew le heel. J'ai pas trouvé ça dingue. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça dingue. Le finish aussi est discutable, c'est-à-dire que Jey va finalement perdre assez clean. Hein. Alors oui, il tombe sur le coin du ring, mais bon, c'est pas de la triche, hein, mais c'est assez clean. Et surtout, il va gagner avec son Future Shock DDT, donc pas de Claymore. Il avait déjà gagné il y a quelques semaines avec le Future Shock DDT, donc c'est intéressant à suivre. Donc victoire de McIntyre qui donne l'avantage à son équipe, mais je pense qu'on veut tous parler de l'après-match. Je pense qu'on peut tous parler de ça, où finalement McIntyre et le Judgment Day vont s'en prendre à Jey Uso, mais Cody, Seth, Sami Zayn vont venir en aide à Jey avec des chaises, etc. Ils vont faire le ménage, et on attendait. Qui serait le 5e membre de cette équipe? Et Cody va prendre le micro. Il va prendre le micro, il dit c'est bien, je suis content que JD a l'avantage, je m'en fiche. Ouais, j'ai déjà un sourire, je suis désolé, je suis obligé de sourire. Voilà. Et il nous le dit, ils ont trouvé quelqu'un qui a une legacy avec lui. Ok, on a compris, je pense déjà à ce moment-là. C'est un Apex Predator. Je pense qu'on a compris. Bien évidemment, le public va chanter Randy, Randy, Randy. Et la pop est immense. Vraiment, c'est énormissime alors qu'Orton n'est même pas là. Alors imaginez quand il sera là. Et il va le dire, ce ne sont pas que des voix dans nos têtes. Bon, c'est bon, on a compris. Et finalement, le show se termine là-dessus. Pas de Randy Orton à Raw et c'est très bien comme ça. On nous fait comprendre que c'est Randy Orton. Sur les réseaux sociaux, ça a été officialisé. C'est Randy Orton, le 5e membre de cette équipe. Mais on ne le montre pas. Et c'est très bien comme ça. Je veux la première apparition d'Orton au Survivor Series. Je le veux comme ça. La pop va être titanesque, va être gigantesque. Je pense qu'on n'est pas prêt. Ça va être fou. Très bien. Je trouve qu'il ne pouvait pas faire mieux. Il ne pouvait pas faire mieux parce qu'on le sait. Il y a les rumeurs de CM Punk, etc. On est à Chicago. Et s'il laissait envisager que ça pourrait être Punk, ça aurait été un bordel si c'est Orton qui venait. Donc, c'est la meilleure des choses à faire. Ils sont obligés de faire de cette manière-là. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Je suis comme un fou. Je sais pas vous, mais moi je suis comme un fou. Vraiment, juste entendre le public, Rhodes qui dit ces paroles-là, ça va être dingue. Ça va être dingue samedi, les gars, et il va falloir être présent. Ça va être fou. J'ai pas d'autres mots, ça va être incroyable. Bilan de ce Raw, j'ai trouvé ce show vraiment excellent. Je mets un 9 sur 10. Vraiment, parce qu'on a tout eu. Du booking de la division féminine qui se met de plus en plus en place avec un public qui a répondu présent à ces combats, qui était vraiment qualitatif, donc ça c'est hyper plaisant. Une fin de show qui, honnêtement, si elle te donne pas de la hype, arrête de regarder WWE aujourd'hui. Vraiment, si t'es pas hypé par cette annonce, vraiment arrête. Vraiment, ça ne sert à rien, franchement. Et dans la continuité donc des Wargames, les Wargames qui vont arriver, la fin de certaines histoires qui vont arriver, Gunther, Miz, la promo était géniale. Ouais, vraiment, il y a de bonnes choses. Nakamura, il y a toujours un petit doute. Certes, il n'y a pas eu de vidéo, de quoi que ce soit, de promo de Nakamura, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu quelque chose de publié où Nakamura dit qu'il attend toujours un adversaire et qu'il est proche. Franchement, c'est très flou tout ça. On comprend pas trop ce qu'il veut dire. Certains pensent que c'est Punk. Honnêtement, j'ai même pas envie d'y croire. J'ai même plus envie d'y croire. Ça paraît tellement flou. Et en même temps, je me dis, il pourrait parler de qui? Donc c'est hyper bizarre. Bref, on verra bien où ça nous mène, bien évidemment.
Mais ouais, c'était un vrai gros show, un public bouillant, et je l'ai dit assez souvent dans le show, et parce que c'était important à souligner, vraiment un bon public ce soir, donc tout a été réuni, on n'a pas eu Orton à la fin, mais c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT et dès jeudi bien évidemment pour mes pronostics de Survivor Series. Salut, salut!